Il nous reste notre dernière table ronde. C'est une table ronde de synthèse. Une table ronde de synthèse que nous avons voulu intituler « Les changements nécessaires pour une liberté effective ». Alors, pour cette table ronde de synthèse, Olivier Drinxan revient pour faire le modérateur, journaliste. Nous accueillons Cécile Bernard, qui est directrice du développement de Drouot. Gérard Souzy, qui est président de l'Institut Art et Droit, qui est anciennement vice-président de l'Université de Jean Moulin à Lyon. Monsieur Gilles Andréani, qui est conseiller maître à la Cour des comptes et qui siège également au Conseil des ventes volontaires. Et nous avons deux confrères et consoeurs, Candice Osnaboutet, qui est commissaire-priseur à Fontainebleau, et Vincent Sarroux, qui est commissaire-priseur à Paris, à Drouot. Voilà, donc Olivier reprend la main, c'est une table ronde de synthèse. On pourra peut-être se donner 3 quarts d'heure si vous voulez bien. Il faut des esprits vifs comme les vôtres pour anticiper toutes les questions. À vous. Merci Fabien. Allons à l'essentiel. La table ronde est intitulée « Changements nécessaires pour une liberté nécessaire ». J'ai mis 2 fois nécessaire, il y en a peut-être un de trop. Bref, on vous demande tout simplement de dire comment vous imaginez que vous exercerez demain votre art, et dans quel cadre vous l'exercerez, avec quelles contraintes, avec quelle liberté, puisque c'est sous ce beau mot que nous avons placé la journée de cette convention du CIMEV. Changement nécessaire pour une liberté effective. Je commencerai par... Par qui dois-je commencer? Est-ce que je dois commencer par ceux qui font le cadre, ceux qui gèrent le cadre, ou par ceux qui sont les praticiens? Je vais quand même commencer par nos jeunes praticiens. C'est à vous, jeune génération. Alors, Vincent Sarroux va donner le micro à Candice Osnaboutet, commissaire-priseur à Fontainebleau. Qui, moi, Fontainebleau? Non, vous, c'est avec Rodolphe Tessier à Drouot. Non, c'est Candice. On est tous un peu à Fontainebleau. La galanterie suppose que ce soit Candice Osna qui vous dise d'abord comment elle voit les choses. Les experts en art. Voilà. Bonsoir à tous. Non, vous voulez vraiment pas que ce soit Candice qui commence. Voilà. Voilà. Ah bon, c'est chacun, on se refile la patate à autre chose. Alors, c'est intéressant d'ailleurs parce que vous n'avez pas du tout la même approche, puisqu'on a préparé un tout petit peu ce que vous voulez dire. Dites-nous comment vous voyez les choses, et je pense d'ailleurs que c'est peut-être vous qui allez le plus élargir le cadre de l'exercice de la profession et les changements nécessaires que vous attendez. Candice. Alors, moi, je pense que tout ce qui a été dit aujourd'hui me résonne pas mal, parce que je pense qu'il y a un peu de tout, c'est-à-dire qu'on est tous extrêmement différents. On a tous des structures qui sont extrêmement différentes. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est que le marché devient de plus en plus concurrentiel. Alors, on a tendance à schématiquement distinguer ceux qui auraient 4-5 personnes au marketing, qui connaîtraient bien Internet et qui feraient des ventes online, de ceux qui seraient à 3-4, qui n'auraient jamais vu un ordinateur. Bon, on n'en est plus là. Hein. Tout le monde est online, tout le monde fait des ventes en live, tout le monde a compris l'importance de la pub. Tout le monde fait des pubs de plus en plus extraordinaires. Il n'y a qu'à feuilleter la Gazette. La Gazette n'a plus du tout la même tête qu'il y a 5 ans. Tout le monde fait preuve d'inventivité, même s'il n'a pas en interne un graphiste et quelqu'un responsable du marketing. Je pense que la question, c'est surtout de savoir comment on survit, comment on réussit à décrocher des affaires face à des concurrents qui sont effectivement importants, de plus en plus importants. Alors après, savoir si on se regroupe, je ne suis pas convaincue. Je pense que, par exemple, dans n'importe quel secteur, alors vous allez à l'hôtel, vous allez au Novotel, vous allez au Sofitel, vous allez à l'Ibis, vous allez aussi dans un boutique-hôtel. Je pense qu'il y a de la place pour les boutiques-études, mais je pense que ces boutiques-études, pour survivre, elles doivent proposer quelque chose qui est radicalement différent. C'est-à-dire que imaginer proposer la même chose que les grands, avec moins de moyens, moins de logistique, moins de réactivité, moins de capacité de service, c'est impossible. Donc ça veut dire il faut impérativement se réinventer, chercher une autre idée. Alors l'idée, elle peut être de creuser une spécialité que les autres n'ont pas. L'idée, elle peut être de miser sur la personnalité de quelqu'un. Il y a plein d'études qui reposent sur une personnalité qui est emblématique et charismatique. Ben, on ira chez vous et on n'ira pas chez quelqu'un où on ne connaît pas le commissaire-priseur. Je pense qu'il y a une proposition à faire. Et puis pour ceux qui n'en ont pas, effectivement, à ce moment-là, la question, à mon avis, doit se poser. À mon avis, quand il n'y a pas de spécialité, quand il n'y a pas d'idée pour se distinguer et pour proposer quelque chose de radicalement différent, là, je pense effectivement que la question se pose. Moi, la deuxième observation que je me fais, et je me la fais encore plus après la convention d'aujourd'hui,
c'est qu'on parle compétition, on parle concurrence, on est tous convaincus qu'il faut se battre, on est tous concurrents, elle est relativement saine et agréable. Maintenant, moi, je vais vous raconter une histoire. J'ai été en concurrence avec un acteur important du marché sur un dossier. On a fourni nos armes et on a fourni nos propositions respectives. Je crois qu'on avait réussi à faire des propositions qui étaient correctes. En termes d'expertise, on était impeccable. Et puis, les vendeurs sont arrivés et m'ont dit que de l'autre côté, on leur proposait 0% de frais, plus le rachat des droits de suite. Alors là, je ne sais pas comment on fait. On peut faire 110% du prix marteau, oui, c'est les chiffres qui ont été Oui, déjà été mais je veux avancés, dire, dans n'importe quel secteur ouvert, dans n'importe quel marché ouvert à la concurrence, il y a des règles de compétition. Et si la question c'est de savoir comment on se projette dans les 10 prochaines années, effectivement, toute la réglementation en cours aujourd'hui, toutes les règles qui s'amoncellent et qui ne servent à rien, ça je suis d'accord, c'est pas la peine. En revanche, il y a peut-être quelques règles qui manquent aujourd'hui et qui pourraient nous permettre les uns les autres de vivre ensemble, mais de manière concurrentielle et dans une concurrence saine, et avec des règles qu'on connaît tous. Et aujourd'hui, je suis pas sûre qu'elles existent. Voilà. Donc je pense que c'est très dur pour beaucoup. Un mot aussi du bagage que vous vous êtes donné à vous-même avant d'être commissaire-priseur. Vous moi, j'étais avocate avant. Vous étiez avocate. Je Ça suis veut pas dire la quand même, seule. par rapport à bon, je sais bien que c'est un titre des études de droit et puis des études d'art, mais est-ce qu'il faut avoir un niveau présupposé ou requis maintenant plus important que la moyenne nationale pour aborder le marché, comme vous dites, avec... Je ne pense pas que ce soit indispensable d'avoir les deux bagages réunis, mais je pense qu'en revanche, proposer une prestation, j'allais dire presque intégrée à son client, ça c'est indispensable. Et quand vous dites une spécialité, ça peut être l'empire, mais ça peut aussi être une capacité lire Absolument. un dossier de succession en Absolument. termes juridiques. Ça peut être, je pense qu'aujourd'hui, un client qui arrive avec, et on en a tous quotidiennement, un client qui arrive avec un dossier de succession, il est content aussi de trouver au sein de l'étude quelqu'un qui est là pour le guider sur des choix fiscaux, sur des choix juridiques, voire parfois, et on le fait tous au quotidien, une médiation parfois même psychologique entre les uns et les autres. On se transforme souvent en psychologue. Cette prestation, elle devient complètement intégrée et on peut pas dire, ah bah, je suis désolée, moi... je m'occupe de l'objet et puis pour le reste, vous verrez ailleurs. Non, ça, c'est Vous n'avez pas dit s'il y avait un commissaire de justice ou un huissier dans le voisinage. Il y en a à Fontainebleau ? C'est nous, commissaire de judiciaire. Bon, on va passer à Vincent Sarroux, qui lui exerce donc son art à Drouot, avec Rodolphe Tessier. Ancien établissement Gilles Néréminet, pour ceux qui ont de la mémoire. Oui, c'est pas la peine d'en parler. Voilà, d'accord. Voilà. Bonsoir à tous. Bon. Alors, comment est-ce que vous voyez, vous, les choses se dessiner ? Moi, j'ai un réflexe qui va peut-être paraître assez ringard, pour reprendre les termes de David Kahn en début de conférence. C'est-à-dire que quand on me demande de parler d'un sujet, j'ai un réflexe étymologique. Et quand on m'a demandé de parler de la liberté d'exercice, je me suis demandé ce qu'était la liberté. Donc, j'ai repris le terme grec de theria. Et forcément, il y a une liberté collective et une liberté individuelle, ce qui me semble être les deux axes de réflexion. On ne va pas revenir sur, parce qu'on est assez pressé, donc sur la résistance des Grecs et des cités grecques face aux Perses, c'est pas le sujet. Mais en fait, ils avaient une notion collective de la liberté. Et cette notion collective, je pense qu'on peut la reprendre un peu à notre compte. Et à ce sujet, je trouve que les discours et l'attitude surtout de M. Hubert et le discours de M. Castellin sur le directeur du Journal des Arts ou de Connaissance des Arts, sont riches d'enseignements. C'est-à-dire que M. Hubert, c'est exactement ce que nous serons en 2020. Donc il a beaucoup de chance. Je le remercie et ce serait bien qu'il nous dresse le tableau de... Il y a peut-être une explication, il n'a pas donné vraiment le mot de l'emploi, il y a fait allusion. Avant, il était en charge de tout le dossier sur la musique notamment. Oui, mais c'est vrai qu'on n'avait pas imaginé en son temps la dématérialisation de la musique. Aujourd'hui, vos enfants achètent de la musique en ligne. Oui, mais enfin, entre des ondes et des objets en 3 dimensions, il y a peut-être quelques différences qui sont notables, des objets qu'on a besoin de toucher et de voir. C'est peut-être appliquer le même raisonnement. Il y a peut-être une spécificité quand même au métier qui le omet un peu, mais bon, voilà. Ce qui est plus intéressant au-delà de son discours, c'est son attitude. C'est-à-dire que quand Jérôme Duvillard lui fait part de ses doutes et lui dit qu'il a acheté un office et qu'il en a encore pour 5 ans comme un chauffeur de taxi peut le faire,
Monsieur Hubert ne doute de rien en fait puisqu'il sait. Il ne s'appelle pas Uber au sens de ubérisation, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de craindre l'ubérisation de la profession? Moi je ne crains rien du tout parce que j'ai pas d'endettement donc tout va bien. Mais je pense que la question de Jérôme Duvillard était légitime, qu'il n'y a pas répondu de la même façon qu'il n'a pas répondu à la personne qui était assise ici, qui lui demandait quel était son objectif. Et en fait je pense que par objectif cette personne veut dire un peu philosophie de vie et philosophie de société. Et face au libéralisme galopant, effectivement, que ce soit M. Hubert ou un autre, effectivement, il entérine. Ça ne change pas grand-chose. Tout ça pour parler de prospective. Et je pense qu'effectivement, plutôt que de s'adresser au haut du panier, aux décideurs, puisque de toute façon, ils savent ce que nous serons et qu'ils ont leur idée en tête et que de toute façon, c'est se heurter à un mur, je pense qu'il vaudrait mieux prendre les choses à la base et s'inspirer un peu des notaires et des pharmaciens et éventuellement aussi prendre exemple sur l'émission d'M6 qu'on peut railler parce qu'évidemment ce sont des objets à 50 €, ça fait rire tout le monde. Mais je pense qu'elle défend bien la profession dans la mesure où pour ces gens-là, on sait ce qu'on leur dit quand on voit un objet 80 € alors qu'on en lance 40, ils sont contents. Et les notaires et les pharmaciens qui ont certes une puissance de frappe beaucoup plus forte que la nôtre, se sont attachés à rallier la base. Alors je ne sais pas de quelle façon, mais puisqu'il s'agit de prospective en cette dernière table, je pense que peut-être nous pourrions envisager, alors avec les moyens que nous avons, mais comme vous êtes issus de la télévision et de la radio, nous pourrions peut-être envisager ensemble, je ne sais pas, et c'est là qu'évidemment on pourrait faire une collecte d'idées sur le sujet, comment on peut toucher la base. Alors faites-nous le brainstorming à voix haute pour ce qui est de la prestation du commissaire-priseur de M6. Vous avez Valérie Bouvier au premier rang, mais elle pourrait venir dire comment elle fait, comment on travaille, comment on transforme une vente. Comment on fait rentrer au chausse-pied l'émission pendant une vraie vente aux enchères. Parce que contrairement, effectivement, je comprends tout à fait le discours de Monsieur Castellin. Excusez-moi, je sais. Castellin, oui. Castellin, c'est ça. Qui semble dire qu'on devrait s'unir pour avoir un actionnaire unique. On peut aussi en avoir 11, quitter Drouot et aller avenue Matignon. On peut faire plein de choses. Je pense que le problème, c'est effectivement. Il y a, je crois que dans la salle, il y a beaucoup de gens, et moi-même, on apprécie d'être un peu solitaire, ou en tout cas en comité très réduit. C'est peut-être voué à l'échec. En tout cas, c'est peut-être irréaliste, c'est peut-être utopique. En tout cas, c'est notre idée un peu de la vie et c'est notre plaisir. Voilà. Alors, c'est peut-être effectivement un discours complètement... Et ça passe par quoi? Ça passe par changer vos formations, changer alors, ça, vos habitudes justement, et j'y arrive. Donc il y avait la liberté collective et il y a la liberté individuelle. Et dans la liberté individuelle, effectivement, je pense que tout le monde ici a comme envie, comme désir d'avoir son propre ton, d'être tout seul. Je vois en face de moi des gens qui sont effectivement qui ont un ton bien particulier. Tu en parlais notamment d'avoir son graphiste, ses couleurs en quelque sorte, et voilà, j'ai pas de meilleur terme que le ton qu'on a à donner à sa société. Et pour avoir un ton, il faut avoir des idées, c'est-à-dire qu'il faut avoir envie d'aller quelque part. Et pour aller quelque part, a priori, il faut avoir des armes. Et les armes qu'on nous fournit lors de notre formation, c'est-à-dire qu'on fait, à l'heure où on supprime le latin et le grec dans notre petite enfance, plus on avance dans la professionnalisation, plus on nous demande de théorie. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus de latin et de grec à partir de la 6e, ni du collège, ni du lycée. En revanche, quand on nous demande de passer le concours de commissaire-priseur, on fait des dissertations de droit et d'histoire de l'art sur la Renaissance. C'est très intéressant. Enfin, j'ai eu peu de Fra Angelico avant, peu de Léonard de Vinci. J'espère les avoir un jour, mais enfin, j'en doute. Et les questions de droit, en tout état de cause, qui se posent à nous, sont quand même plus des questions de cuisine que des questions très délicates. Donc, et de toute façon, si on a un problème de droit, on fait appel à un avocat. Ça manque de pratique, si on vous suit. Voilà, c'est un monde de pratique, et je pense qu'effectivement, on parle beaucoup de marketing, mais on n'a jamais de cours de marketing. On est a priori des chefs d'entreprise, donc on manage des gens, mais on n'a pas de cours de management. On parle de catalogue et d'images et de ton, mais on n'a pas de cours de compographie, etc., ou aucune idée sur le sujet. Donc voilà, s'il y a 2 axes de prospective à donner, moi je dirais effectivement, d'un point de vue collectif, toucher la base, et d'un point de vue individuel, changer la formation qui, de mon point de vue, après, on peut être tout à fait satisfait de ça, est complètement inadapté à la profession. Et puis je retiens votre formule, donner un ton à votre étude, enfin excusez-moi, il faudra peut-être trouver un autre terme quand vous aurez le panonceau de commissaire de justice. Voilà. J'en viens à vous... Merci. J'en viens à Cécile Bernard. Donc,
Dans quel cadre est-ce que Vincent Sarroux et ses confrères de Drouot vont travailler demain? Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer, leur offrir? Quels sont les changements nécessaires pour ce qu'ils appellent une liberté fondamentale, finalement? Moi, je suis assez bien. J'ai un poste d'observation aujourd'hui qui est très intéressant parce que j'ai travaillé 20 ans chez Christie's, donc j'ai été de l'autre côté dans un monde plus international avec beaucoup de moyens, c'est vrai. On l'a beaucoup souligné. Et quand j'étais dans ma vie précédente, on regardait le monde des commissaires-priseurs français en se disant mais comment font-ils pour décrocher autant d'affaires, comment s'y prennent-ils? Donc on avait plein d'interrogations et on se disait jamais voilà, le problème c'est qu'il faut offrir moins, enfin faire des rabais de frais dont vous parliez à l'instant, Candice. Je pense que les commissaires-priseurs n'ont pas forcément... Aujourd'hui, on a entendu beaucoup de réflexions sur les obstacles qu'ils rencontrent, qui sont non négligeables, c'est vrai. Mais il y a également une grande expérience, un tissu important de relations avec des experts très compétents, des professionnels, peut-être justement des huissiers, des notaires. Enfin, il y a tout un réseau qui est là, qui est très important, qui est là depuis des années, et qui... à mon avis, je me permets de le dire, est peut-être légèrement sous-utilisé puisque chacun est dans son petit monde et ça manque un peu, je me permets de le dire, d'échanges. En tout cas, je pense qu'on pourrait certainement mettre à profit mieux les atouts du marché français et les commissaires-priseurs, en travaillant peut-être un peu plus ensemble sur certaines opérations précises, ponctuelles. Un peu dans l'esprit de ce que vous avez déjà engagé voilà. à Drouot. Alors, je ne veux pas non plus vendre les ventes collégiales, mais puisque j'ai lu dans un article des Échos que c'était peut-être la solution que le CVV trouvait parfois intelligente et astucieuse, j'en profite pour dire que parfois, et ça existe déjà, hein, ça existait parfois, mais j'aimerais bien que ça existe plus, parce que je pense que c'est une solution très intéressante pour faire concurrence aux maisons internationales. Se regrouper, ça permet d'avoir des moyens plus importants, des œuvres plus intéressantes dans les ventes, de proposer des ventes qui ont un profil presque équivalent à celles que peuvent proposer des maisons anglo-saxonnes, et donc ça peut convaincre des vendeurs de confier des pièces. Mais ce que je veux vraiment dire, c'est qu'aujourd'hui, les commissaires-priseurs voient les obstacles, mais pourraient, je les encourage à le faire, avoir les extraordinaires chances qu'ils ont, ce réseau, ces compétences, ces connaissances. Il y a une vraie sous-utilisation des fichiers, c'est vrai, ça a été dit, mais pourquoi? Parce que chacun a son petit fichier et que souvent on a des problèmes aussi informatiques à mettre en pratique tout ça, donc il y a certainement des choses à faire. Les clients, alors le deuxième point que j'aimerais dire, si j'ai encore une seconde, c'est que ça a été souligné, je crois, par des observateurs étrangers, le service client est vraiment, on met la gomme dans les maisons anglo-saxonnes sur le service client. Je ne pense pas qu'on le fait autant dans les études, et c'est pas qu'une question de moyens, c'est souvent aussi une question d'attitude, de faire attention à ses clients, de les écouter, de leur proposer des choses qu'ils demandent. Moi, je travaille maintenant depuis 6 mois à Drouot. J'ai beaucoup de gens qui m'appellent pour me dire est-ce que tu peux obtenir qu'on mette une ligne en anglais dans le catalogue? Est-ce que tu peux m'avoir quelqu'un qui parle anglais dans la vente? Est-ce que voilà, ce sont des choses. Je pense que en tout cas, les acheteurs étrangers aujourd'hui pensent que c'est très difficile d'acheter dans les ventes en France. Il faut juste qu'on en prenne conscience. C'est pas vrai du tout. C'est pas du tout difficile. Mais il faut qu'on les prenne par la main, comme le font les grandes maisons anglo-saxonnes. Et quand on aura vraiment plus d'acheteurs, on pourra convaincre, je pense, des vendeurs, et le cercle vertueux sera en route. Merci, j'en viens à vous, Monsieur Andréani. Alors, vous choisissez quelle casquette aujourd'hui? Vous êtes conseil des ventes, vous êtes... pas la Cour des comptes, vous nous l'épargnez, celle-là. Non, moi j'assume tout à fait. Vous êtes observatoire aussi. Je suis, oui, je préside un petit organisme auquel je suis très attaché, qui est l'Observatoire du marché de l'art. Mais je suis aussi membre du Conseil des ventes. C'est la cassette avec laquelle je peux parler pour l'instant. Après, j'en prendrai une autre. C'est celle de quelqu'un qui s'est toujours intéressé au marché de l'art, qui n'a pas attendu d'être au CVV pour s'y intéresser. Et j'ai toujours eu une espèce de fascination pour l'écosystème du marché de l'art français. Parce que c'est vrai que c'est compliqué, notre collègue allemand l'a dit, c'est très compliqué de l'étranger. C'est un monde un peu particulier où chacun a son rôle, dans lequel on met un peu de temps quand on est
acheteur, enfin, ou simplement amateur intéressé à rentrer. Il vaut mieux être dedans que dehors si on veut comprendre comment ça se passe. Et il y a un mélange de compétences, de capacités de découverte qui sont le fait de tout un ensemble de gens qui se connaissent et qui travaillent très étroitement ensemble, les commissaires-priseurs, les experts, mais aussi les galeristes, les marchands, et sans oublier quand même ce héros anonyme du marché de l'art qui est l'acheteur, et plus particulièrement l'acheteur amateur, le connaisseur. Et à Paris en particulier, c'est le marché que je connais, je trouve que tout ça forme un écosystème à la fois cultivé, intéressant à connaître, où tout le monde se connaît un peu, et c'est disons, il y a un intérêt et un charme à ce marché que j'ai toujours pris. Cécile Bernard disait les maisons anglo-saxonnes ont le culte du client, on est orienté client, comme on dit. Je continue pour dire que il faut, je crois, j'ai pas de conseils à donner. La dernière chose que le CVV, c'est un organe régulateur, il n'est pas là pour donner des conseils à des entrepreneurs qui sont soumis à l'épreuve du marché sur comment gérer leur affaire. Mais en revanche, je crois qu'il faut revenir à la loi de 2000. On parlait de liberté, l'idée c'était de libéraliser, rendre l'accès plus facile. Aujourd'hui, on peut s'installer, on peut créer une OVV sans même plus d'agrément du Conseil des ventes, juste en faisant une simple déclaration. Ensuite, il faut qu'il y ait un commissaire-priseur pour procéder à la vente. La contrepartie de cette libéralisation, c'était en effet un certain nombre d'espoirs. Et il faut, je crois, réfléchir à ce que sont devenus ces espoirs, tout en espérant qu'ils se concrétisent, mais tout en gardant ce qu'il y a de mieux dans la tradition de l'écosystème marchand français, si je puis dire. Alors ces espoirs, c'était que naîtraient de la libéralisation des grandes maisons en état de concurrencer les grandes maisons internationales à l'échelle européenne, sinon mondiale. Bon, je n'ai pas de diagnostic à faire. Le fait est que, à quelques exceptions près, et encore on n'est pas tout à fait au même niveau que les grandes maisons anglo-saxonnes, ça ne s'est pas concrétisé. Il faut se demander pourquoi. Je n'ai pas du tout de leçons à donner, ni de critiques à faire. Le fait est là. Toute l'augmentation, on voit très bien, le marché des ventes aux enchères a progressé depuis la loi de 2000, je suis incapable de dire de combien, mais enfin disons comme ça à vue de nez, de 30%. Et le pôle principal de vente français, qui est Drouot, est resté à peu près au même niveau. Le surcroît a été absorbé, si je puis dire, la progression du marché a été presque entièrement absorbée par la montée des maisons de vente anglo-saxonnes à Paris. Donc il faut s'interroger là-dessus. Je ne dis pas que c'est bien, c'est mal, etc. Le fait est qu'il y a dans le monde de l'art à l'échelle mondiale des transformations énormes à l'œuvre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. D'ailleurs, on peut discuter de certaines d'entre elles. Beaucoup de choses qui sont peut-être critiquables. Les garanties, l'intervention de tiers garanteurs, le garantisseur pour les prix, etc., etc. Toutes sortes de choses. Une course en particulier dans l'art contemporain aux vendeurs, avec toutes sortes de pratiques pour attirer les meilleurs vendeurs, les vendeurs les plus importants, et ainsi de suite. Encore une fois, je ne dis pas si c'est bien ou mal, mais le fait est que, de ce point de vue, les espoirs de la loi de 2000 n'ont pas tout à fait été atteints. Voilà, c'est un constat de fait, je n'ai pas de leçon à donner, je le constate, je le regrette un peu, parce que tout en gardant encore une fois le charme et surtout l'expertise, l'érudition, le connoisseurship, comme disent les anglo-saxons, accumulé dans l'écosystème français, il faut aussi accéder à cette forme de marché international qu'est le marché mondial de l'art d'aujourd'hui tel qu'il est. Un ancien président du Conseil des ventes, M. Giacomotto, pensait, lui, qu'on allait assister, après la première réforme, à une concentration, une diminution sensible du nombre d'études. En fait, ça n'a pratiquement pas bougé. Ça vous étonne? Je pense que là, ça je n'ai pas de diagnostic tout fait à vous proposer. Je crois que pour le meilleur et pour le pire, le développement de telles maisons à l'échelle française aurait exigé des choses qui ne se sont pas produites. Des investisseurs, des acheteurs, une puissance financière qui ne s'est pas mobilisée dans ce secteur comme elle aurait pu le faire. Et Cécile Bernard, quand Drouot, on a interviewé Pierre Berger cette semaine pour la vente de sa bibliothèque, très très belle bibliothèque,
Et il a évoqué d'ailleurs l'époque où il avait envisagé, souhaité et tenté de mettre la main sur Drouot. On avait l'impression qu'il regrettait un petit peu quand même que ça ne soit pas fait, pas parce que c'était pas devenu les établissements Berger Unlimited, mais parce qu'il trouvait que Drouot avait un peu raté une occasion d'avoir un vaisseau amiral avec un capitaine amiral, quoi, écoutez, ou un amiral capitaine. Drouot s'en sort pas trop mal. Hein. On va voir où on finit à la fin de l'année, mais grâce notamment à cette vente Berger, on va certainement avoir de bons chiffres tout de même. Je crois que ce que Vincent Sarraut a dit est important. Beaucoup d'opérateurs sont attachés à leur indépendance. Donc je crois que beaucoup de personnes passent l'examen dans l'idée d'avoir leur étude, et c'est très bien. Je pense que c'est une chance d'avoir beaucoup d'études de commissaires-priseurs en France. C'est très intéressant. La seule chose, c'est qu'il n'est pas forcément nécessaire de se regrouper dans des grosses sociétés. On peut travailler ensemble, on peut mettre en commun des moyens, on peut avoir un niveau de service qui existe. Hein. On a un niveau d'expertise qui est très fort en France, il faut quand même le dire. On a des garanties offertes aux acheteurs, même si malheureusement on ne le dit pas assez. Vous aviez raison, madame, de le souligner. Voilà, simplement, on n'est pas organisé. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas organisé et que c'est sans doute ce qui nous fait perdre un petit peu de terrain. Mais il n'est pas question de faire, je ne sais pas, 5 grosses maisons sur le marché français. Ce serait vraiment dommage. Et ça n'en prend pas le chemin. Vincent Sarraut, alors, est-ce que vous êtes prêt, vous, à faire? Vous avez dit tout à l'heure, ça serait pour bien revenir si... sur ce que vous disiez, le problème, c'est pas d'être un vaisseau amiral, c'était d'avoir la Gazette à moindre frais pour la revendre au Figaro et gagner de l'argent. Donc, il faut dire les choses. Donc, je ne sais pas pourquoi vous parlez de vaisseau amiral, vous le savez bien. Donc, voilà, ça sert à rien de le cacher. Ça n'a rien à voir avec un vaisseau ou une barquette, c'est pas le sujet. Le sujet, c'était de gagner de l'argent, c'est tout. C'est ce qu'il fait, ça a toujours été ce qu'il a fait et ce qu'il sait faire. Très bien, d'ailleurs. Oui, vous vouliez dire? Non, je pensais... Non, j'avais eu l'impression qu'il était sans rancune, qu'il non, mais c'est pas une question plutôt... Non, mais je veux dire, on est entre nous, donc on peut dire... Depuis le début, on dit les choses... Enfin, on les dit pas, d'ailleurs, par dire « appelez-moi maître, appelez-moi Jean-Pierre ». Effectivement, là, on est en 1900. Mais sinon, voilà, si on parle de choses, on n'en parle pas. Alors maintenant, je voudrais que Gérard Souzy nous dise comment lui voit dans quel environnement et quelles évolutions on peut attendre, puisque vous êtes ce qu'on appelle un spectateur engagé, pour utiliser une terminologie de Raymond Aron, et que vous êtes à la fois une autorité de l'art et du droit. Et normalement, ça marche. Il faut faire confiance aux nouvelles technologies de communication. Bien, merci. Alors dites-nous comment vous voyez les choses, puisque là on vous dit dans quel cadre de liberté va-t-on demain exercer? Alors tout bon colloque se termine toujours par l'intervention de l'Université Art Service, à qui on demande de faire rapidement une petite synthèse parce que tout le monde est pressé et tout a été dit. Donc je vais le faire. Merci Jean-Pierre Osna. Je le fais volontiers. C'est surtout Osna qu'il faut prévenir parce que la pelouse va être tondue ras. Merci Jean-Pierre Osna, et j'interviens volontiers avec amitié. Simplement, je ne suis pas commissaire-priseur, donc je n'ai aucune autorité pour parler au nom de la profession. J'ai simplement pris quelques notes pendant la séance que je vais vous livrer. Alors, il y a peut-être des omissions, vous pourrez bien m'en pardonner. Il y a peut-être effectivement trop de choses, je ne sais pas. En tous les cas, 3 réflexions préalables, générales, qui me sont un peu propres, là, cette fois-ci. C'est que cette profession connaît les mêmes tourments que beaucoup de professions françaises. Visiblement, il y a un mal français, trop de contraintes, trop de charges, pas assez de liberté. Donc ce n'est pas une spécificité, ce n'est pas une coquetterie du CIMEV, c'est bien un problème rencontré par l'ensemble des professions en France aujourd'hui. Deuxième réflexion générale, beaucoup de lois, trop de lois. Des rapports du Conseil d'État, de la Cour de cassation, du Conseil constitutionnel, chaque fois, depuis 30 ans, 40 ans, disent attention, halte là, trop de lois, et trop de lois qui sont souvent des lois de communication, c'est-à-dire des communications politiques. Je fais une loi parce que... Si je peux y attacher mon nom, en plus, c'est mieux. Hein. Donc, beaucoup trop de lois faites rapidement, vite fait. Et un législateur, quand je dis législateur, c'est pas le Parlement, puisque la plupart des lois sont proposées, en fait, par le gouvernement. La plupart de ces lois veulent faire le bonheur des professions, je dirais malgré elles, et souvent contre elles. Pour moi, la meilleure réforme possible, c'est celle qui est proposée par la profession et qui est portée par la profession elle-même, qui ne me semble pas être le cas de la profession de la réforme des commissaires-priseurs aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu essentiellement de la journée aujourd'hui? La profession de commissaire-priseur a évolué beaucoup depuis 2001. Elle va encore beaucoup évoluer.
Pourquoi? Parce qu'il y a une évolution voulue et une évolution forcée. Vous reconnaissez l'intellectuel et l'universitaire qui fait des plans en 2 parties et 2 sous-parties. Normalement, à Sciences Po, c'était thèse, antithèse. Alors mais... on pouvait rajouter synthèse ou prothèse ou foutaise selon oui. l'amour qu'on avait de l'enseignant. Mais voilà. Je ne peux pas m'en empêcher. Donc, une évolution voulue. Elle est voulue par les jeunes commissaires-priseurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vision nouvelle de la vente aux enchères, de la profession. Ils inventent, ils créent, ils ont une légitime ambition et donc, forcément, ils vont pousser de toute leur force cette profession vers l'avenir. La deuxième cause, c'est que les commissaires-priseurs pratiquent aujourd'hui des activités qu'ils ne pratiquaient pas autrefois. Je pense aux véhicules de collection, aux canaux automobiles, n'est-ce pas, Jean-Pierre? Je pense au matériel industriel, je pense à la vente de biens corporels prochainement, vente de beaux commerciaux, de marques, de brevets. Et puis les commissaires-priseurs exercent leur métier aujourd'hui dans différents lieux. On a parlé d'une église aujourd'hui. Ça, c'était depuis longtemps. Une église désaffectée, 1905 est passée par là. La vente par Internet, la vente de biens neufs, la vente de gré à gré, dont on a beaucoup parlé. Donc il y a une évolution qui est voulue là. On veut le faire. Et puis les commissaires-priseurs exercent dans leur salle de vente des activités qui sont connexes à leur activité, c'est-à-dire des activités artistiques, culturelles, des expositions, qui n'ont rien à voir parfois avec la vente elle-même. Et puis une évolution forcée, provoquée. Pourquoi? Par qui? Par la conjoncture économique, la crise, qui, même si on revient à la normale, il n'est pas sûr qu'on ait le niveau de vie et le PIB français comme il l'était autrefois. Par une concurrence de plus en plus forte, concurrence entre les commissaires-priseurs entre eux, évidemment, la concurrence des autres intervenants sur le marché de l'art, les antiquaires par exemple, les maisons de vente comme eBay et autres, enfin les maisons de vente, les commerçants comme eBay et autres, et puis la concurrence des opérateurs étrangers qui interviennent aujourd'hui en France et qui interviendront de plus en plus. Les conséquences, et puis alors rapidement, puis aussi le développement de l'Internet. Internet est un fabuleux moyen technique à la disposition des commissaires-priseurs, mais c'est aussi un puissant facteur de concurrence. Conséquence de cette double évolution, à la fois voulue et forcée, les commissaires-priseurs doivent devenir des véritables chefs d'entreprise. Et on n'est pas forcément un chef d'entreprise parce qu'on a une entreprise de 10 000 personnes. Une petite entreprise, on a déjà à sa tête un chef d'entreprise. Donc ils doivent maîtriser toutes les techniques de gestion des entreprises. On a parlé de marketing beaucoup, on a parlé de comptabilité aussi, de gestion du personnel, relations clients, la politique de produits, la politique de prix. Tout ça, les commissaires-priseurs sont obligés aujourd'hui de s'y mettre. Et puis ils doivent se battre pour se développer. Qui ne se développe pas dans un marché concurrentiel recule. Donc ça, c'est une obligation. Les commissaires-priseurs doivent inventer, anticiper, s'adapter sans arrêt à un marché qui évolue sans cesse. Alors, quels moyens nouveaux? Évolution, certes, mais quels moyens pour s'adapter à ces deux évolutions voulues et forcées? Dans les évolutions que je vois et que j'ai notées dans l'exercice même de la profession de commissaire-priseur, suppression des distorsions de concurrence existantes dans les relations commissaire-priseur et concurrents étrangers. Distorsions souvent créées par la fiscalité et créées par les contraintes administratives. Alors, est-ce qu'il faut intégrer dans les contraintes administratives le Conseil des ventes? J'ai cru comprendre que c'était effectivement un peu le souhait de la profession. Prévoir une modulation et une adaptation des règles de la profession. Alors, je préfère ces termes modulation et adaptation qu'assouplissement, qui sent un peu, un peu trop l'exercice libéral à tout crin. Adapté à quoi? À la diversité des modalités d'exercice, aux besoins de rapidité des transactions. Alors bien sûr, en respectant le principe de sécurité des transactions, rapidité et sécurité des transactions, et puis la protection du consommateur. Remplacer le formalisme excessif, inutile, partout où besoin sera. C'est-à-dire remplacer l'a priori de méfiance, de contraintes paperassières, par un principe de confiance a priori. Pour moi, la meilleure définition de la profession de commissaire-priseur, c'est une conscience qui appelle et qui accueille une confiance. C'est de là qu'il faut partir
à mon avis, pour l'avenir de la profession. Enfin, on a parlé de code de déontologie, il faudrait peut-être le revoir pour qu'il tienne compte de la réalité du métier et puis qu'il soit aussi un atout pour la profession. La profession peut aussi s'emparer du code de déontologie comme moyen de proposition et comme moyen pour rassurer le consommateur. Quand on protège l'opérateur, ou quand on protège l'acheteur, on protège aussi le vendeur par la confiance qu'il peut accorder. Voilà pour l'exercice. Alors pour la formation, pour terminer, la formation est, de mon point de vue, cruciale. C'est l'avenir de la profession, c'est aussi l'avenir des personnes, des hommes et des femmes qui vont exercer cette profession. Donc une formation renforcée en termes de discipline applicable strictement à l'entreprise, marketing, comptabilité, gestion, peut-être un peu moins de droit, mais ou un droit en tous les cas plus spécifique, plus spécialisé dans l'exercice de la profession, moins de généralité peut-être, pourquoi 4 ans de droit ou 3 ans de droit, peut-être pas, mais en tous les cas plus de discipline de l'entreprise, ça paraît évident. De même, la connaissance de la situation économique générale, européenne, mondiale, est importante. Je pense que les jeunes commissaires-priseurs doivent connaître effectivement l'environnement économique, juridique, extraterritorial. Qu'est-ce qui se passe en Europe? Qu'est-ce qui se passe dans le monde entier? On peut aussi se poser la question de l'opportunité d'une partie du stage affectée à la SVV, mais dans sa composante de gestion globale. Pas seulement dans un département de la SVV, mais dans la comptabilité, la publication, la communication de la SVV, pas seulement vers l'objet d'art, pas seulement dans le cadre de l'objet d'art. Une partie du stage, peut-être pas tout le stage, ça peut être une proposition. Enfin, la dernière question, et c'est par celle que je terminerai, quels sont les prérequis pour accéder, pour passer l'examen d'accès au stage de commissaire-priseur? Est-ce qu'un diplôme de gestion, un diplôme de management ne pourrait pas être utilement proposé aux candidats? Pourquoi pas admettre aussi à l'examen d'accès des gens qui auraient suivi des formations de gestion et de management, et pas seulement des juristes et des gens formés à l'histoire de l'art. Voilà, c'est par là que je terminerai. C'est une question formation qui m'intéresse beaucoup, puisque, vous le savez, beaucoup le savent, j'ai créé quelques formations dans le domaine du marché de l'art, du droit et de la fiscalité du marché de l'art, mais je pense que c'est crucial pour une profession. C'est vraiment la cheville ouvrière de l'avenir de la profession. Merci. Merci à vous, Gérard Souzy. Alors, je demanderai, en manière de conclusion, en commençant par vous, Gilles Andrani, je vous demanderai à chacun d'émettre des vœux. On a le droit de faire des vœux en cette période. Qu'est-ce que vous souhaitez pour ces jeunes commissaires-priseurs qui sont à côté de vous et pour cette belle corporation que vous chapeautez via le Conseil des ventes volontaires? Oui, alors chapeauter le terme est fort. Un petit chapeau. Que vous accompagnez. Non, mais moi je souhaite, je n'arrive pas à faire des vœux dissociés pour cette profession et pour le marché de l'art en général. Je pense que c'est un des piliers du marché de l'art en France, et je pense qu'il faut qu'elle conserve le meilleur de ses traditions, naturellement, mais en essayant de s'adapter. Il y a des domaines où on voit très bien que l'adaptation est tout à fait nécessaire. Pas toujours, c'est parfois un effort difficile. Internet, à tort ou à raison, les gens achètent sans voir les objets. Bon, il faut prendre ça en compte et répondre à ça. Et là, ça rapproche un peu le métier du métier de vente par correspondance. Aussi, vous avez ce problème. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais il faut intégrer ça dans les stratégies qu'on a vis-à-vis du public. Le deuxième souhait que je forme, c'est que les objets et les collections viennent sur le marché et viennent de l'étranger en France, plus qu'elles ne le font. Pour l'instant, le mouvement est inverse. À l'Observatoire du marché de l'art, on voit que le ratio, il est de 1 à 3 à peu près, et il se détériore des importations par rapport aux exportations. On exporte 3 fois plus qu'on importe. Et évidemment, la clé, la marque du succès en matière de marché de l'art, c'est de vendre chez soi les biens des autres. C'est quand même ça, là qu'on voit que ça marche. Et je pense qu'avec tout le talent et l'expertise rassemblée dans le marché de l'art français, dont une très grande partie dans la profession, qui est représentée aujourd'hui ici, il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas, pour que ces atouts
parviennent pas à former un pôle d'attraction, comme il a été d'ailleurs très longtemps, à l'échelle internationale. À vos côtés, Vincent Sarroux. Comme vœu, ce que je formulerai, c'est que je crois qu'on a entendu pas mal de personnes à nos places et que, a priori, tout le monde aime ce métier, tout le monde aime les objets. Et je souhaiterais que chacun puisse découvrir des objets, puisse gagner beaucoup d'argent avec les objets, puisqu'on aime les objets, mais s'ils sont chers, on les aime encore plus. Et qu'on puisse les garder pour nous-mêmes, qu'on ne soit pas comme un toutou à les rapporter à un maître supérieur, mais que nous soyons tous nos propres maîtres. Candice Znaboutet. Moi, le vœu principal, c'est bien évidemment que toutes les contraintes réglementaires et fiscales disparaissent, mais bon, ça c'est peut-être un peu utopique à moyen terme. Moi, je continue de penser, mais je pense que ça parle beaucoup aux jeunes commissaires-priseurs. Je continue de penser que il faut avoir une idée, il faut avoir une bonne idée. Je pense qu'on a pris beaucoup de retard et en écoutant toutes les tables rondes d'aujourd'hui, j'ai eu comme un choc, qui était de me dire, effectivement, quand on nous annonce l'arrivée imminente d'énormes acteurs dont on ne sait même pas qui c'est, il y a un sentiment hyper anxiogène. On se dit, mais en fait, on a pris 10 ans de retard. Là, ils arrivent, ils sont prêts, on ne sait même pas qui ils sont. Donc, si c'est ça, il n'y a pas trop le choix. Donc, soit on a individuellement des bonnes idées, soit on n'en a pas. Et dans ces cas-là, je continue naïvement de penser qu'on peut en avoir ensemble. Après, ce n'est pas forcément fusionnant. Ce que tu disais est vrai, ça peut être en essayant de mutualiser les moyens. Mais si l'urgence est telle qu'on l'a perçue aujourd'hui, je pense que c'est ça. Et enfin, Cécile Bernard. Moi, ce serait juste le souhait d'avoir de belles grandes ventes en France, parce que je me souviens de la vente, justement, Yves Saint-Laurent, Pierre Berger, au Grand Palais. Donc, j'aimerais que ce genre de vente-là ait lieu souvent en France, parce que c'est un pays où on peut faire ces choses-là et où, en tout cas, les acheteurs étrangers, le monde entier adore venir à Paris acheter. Donc, on a en tout cas des atouts formidables et j'aimerais vraiment que de belles ventes se tiennent en France et qu'on en soit fiers. Mais la prochaine, c'est le 11 décembre. Là, c'est pour vous réconcilier avec Pierre Berger, puisqu'apparemment vous l'avez dans le nez, comme on dit. Il a choisi Drouot, il n'est pas obligé, il fait ça en partenariat avec Sotheby's, puisqu'il voulait une diffusion internationale. Mais c'est intéressant dans la démarche quand même. Oui, alors bon, j'ai pas vu votre interview, mais je sais pas si vous pouvez l'avoir en ligne sur le site des replays de BFM Business. Formidable. En tout cas, il a dit plusieurs fois qu'il avait choisi Drouot parce que c'est un endroit pour lui où ça semblait très pertinent de vendre une collection de livres. C'est un très beau centre pour vendre les livres. On a effectivement là des amateurs, des collectionneurs, un public vraiment pertinent pour cette vente. Et donc on est assez touché d'ailleurs qu'il ait choisi et qu'il ne soit pas rancunier au point de ne pas faire cette vente à Drouot. C'est un honneur en tout cas pour Drouot d'avoir cette vente. Voilà. Je sais qu'il est temps normalement de raccrocher la chose. Je sais aussi que... vous avez le droit de faire un vœu finalement, Gérard Souzy. Vous n'êtes pas seulement le spectateur engagé, vous avez aussi le droit d'être le guide. Le vœu que je peux faire, je peux résumer, faire une synthèse de vos vœux. Mais non, le vœu que je peux formuler, c'est que la profession effectivement obtienne ce qu'elle veut. C'est elle-même qui peut décider, qui a le sens du métier, qui pratique, qui est sur le terrain. Donc c'est elle qu'il faut entendre. C'est elle qu'il faut... Voilà, et je reviens à l'intervention préalable de Jean-Pierre Rosnat tout à l'heure, qui a employé le mot rupture. Chez les avocats, j'étais avocat pendant 35 ans également, il y a deux types de défense. Il y a la défense de connivence et la défense de rupture. Donc la profession peut peut-être passer aujourd'hui de la défense de connivence à la défense de rupture. Voilà, je sais qu'il est temps normalement de demander à Jean-Pierre Rosnat de clôturer la manifestation. On m'a dit que Mme Chadla était maintenant présente et que si éventuellement il y avait des questions qui pouvaient lui être posées, je ne sais pas, est-ce qu'éventuellement s'il y a quelqu'un qui avait une question à lui poser directement, il faut le faire maintenant, je ne sais pas. Jean-Pierre ? Écoutez, oui, la présidente Chadla nous a rejoints, donc s'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions maintenant, vous pouvez. Autrement, nous lui poserons tout à l'heure les questions que nous voudrons autour d'une coupe de champagne qui nous attend, je crois, au premier étage.